Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Nicolas Ferreira, je suis directeur général adjoint du pôle Finance Innovation et je suis avec Hugo Saad qui est le responsable de la filière gestion et finance d'entreprise et on est ravis de vous accueillir ce soir. Alors on a du public avec nous sur place, donc merci d'être venus, notamment les intervenants qui vont participer juste après et donc on fait ça en digital également, donc pour ça parfois je parlais à la caméra et on essaie de parler au micro en même temps. Donc, aujourd'hui, on est là pour faire une restitution et un échange sur les travaux qui ont été animés au sein de cette filière gestion et finance d'entreprise. Pour commencer, déjà, je tiens vraiment à remercier tous les participants à ce groupe de travail qui ont apporté des points de vue très différents et qui ont contribué à la richesse des échanges. Et vous aurez la restitution avec du détail sur le contenu juste après. Mais vraiment, on a beaucoup de richesses, de sujets très intéressants qui ont été abordés et qui je l'espère, vont contribuer à donner un peu les tendances d'innovation pour ce secteur-là. Donc, pour vous expliquer un petit peu cette démarche au sein de Finance Innovation, l'idée pour nous, c'est tout d'abord d'identifier les tendances d'innovation. Alors souvent, on a parlé de domaines d'innovation prioritaires, les fameux DIP de Finance Innovation. Donc, on est vraiment dans quelque chose de cet esprit-là, avec l'objectif d'identifier certaines tendances clés qui en fait émergent à partir de l'écosystème du pôle et ensuite les partager au sein de l'écosystème et ensuite donc contribuer à la création de projets innovants. Finance Innovation, le but, c'est quoi? C'est créer l'innovation, c'est soutenir l'innovation avec un écosystème qui est extrêmement riche. Et en fait, ce groupe de travail qui a rassemblé les membres du pôle a pour objectif de capter les idées qui sont proposées par nos membres et ensuite de les restituer pour contribuer à la réflexion de l'écosystème, contribuer surtout à la visibilité de l'écosystème. Donc, on essaye de faire un travail de condenser un peu toutes ces thématiques. Donc, en plus de tout ça, le but pour nous, en tant que Finance Innovation, c'est de créer une communauté au sein du pôle. Et dans chacune des filières de Finance Innovation, on crée ces groupes de travail qui sont composés des membres, qui sont les startups, les PME, les grands groupes, les cabinets de conseil, les académiques. C'est vraiment la communauté des 600 membres du pôle. Alors, ils ne viennent pas tous en même temps, heureusement, parce que nos salles ne sont pas suffisamment grandes. Mais ils participent dans la filière assurance, la filière banque, la filière finance durable, l'immobilier, etc. Voilà, toutes les filières du pôle organisent ces animations. Donc, on sollicite nos membres pour déjà identifier les grandes thématiques. Ensuite, on réunit nos membres autour de groupes de travail. Et ensuite, on fait une restitution qui, c'est ce que vous allez voir ce soir. Alors, sur ce premier groupe de travail sur le cash management, on a travaillé de manière très rapprochée avec Euler Hermès et avec Say Partners, donc Hervé qui va intervenir juste après, et Michael qui va animer la table ronde juste après. Donc merci vraiment pour votre travail. Merci Michael et Claire Delair qui ont vraiment bordé le sujet, qui ont apporté des thématiques, qui ont apporté des contributeurs et qui ont permis de structurer un peu tout ça, les travaux. Et merci énormément à Hervé également qui nous a aidé justement à capter ces idées et à vous les restituer, ce qui est un travail qui est pas évident, mais vraiment qui a été fait avec une grande qualité, avec l'aide de tous les participants. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais en tout cas, merci à tous les participants et je vous souhaite une bonne restitution juste après. Hugo, je te laisse dire un petit mot. Oui, effectivement, juste un petit mot sur la thématique qui a été choisie. Comme l'a expliqué Nicolas, l'objectif de ces groupes de travail, c'est vraiment de co-construire les thématiques avec nos membres. Il se trouve qu'on a identifié la thématique du cash management comme un enjeu très important dans un contexte de crise. Euler Hermès était un acteur qui était plus que bien placé pour animer ces sujets à nos côtés. Et je rejoins Nicolas dans ses remerciements à Hervé de Say Partners pour la synthèse de tous ces ateliers. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va vous présenter un petit peu les conclusions, ce qui est sorti de ces différents ateliers. Il faut savoir que dans ces différents ateliers, on a essayé vraiment de faire contribuer toutes les différentes typologies d'acteurs qu'on peut avoir au sein du pôle, aussi bien des corporates que des fintechs, que des institutionnels, avec par exemple la FTE qui a apporté
des éléments précieux pendant ce groupe de travail. Et voilà, créer vraiment un lieu d'échange privilégié et rassembler des acteurs autour d'une thématique commune, c'est voilà, quelque chose qui nous tient à cœur dans notre mission d'animation de l'écosystème. Donc voilà, sans plus tarder, dans un premier temps, Hervé Illion de C Partners va vous présenter les principaux enseignements de ce groupe de travail. Et on verra ensuite, dans un second temps, une table ronde avec Son, October et Agicap qui vous présenteront les enjeux qui ont été identifiés dans ce groupe de travail, mais plus dans un contexte de sortie de crise et leur importance dans le contexte qui est l'actuel. Donc merci à tous d'être ici et je vous souhaite un bon événement. Merci. Oui. Et bonjour à tous, donc Hervé Illion, je suis associé fondateur de C Partners. Et puis déjà mes remerciements également à Nicolas et à Hugo, puisque j'étais tout à fait enchanté de participer à l'animation de ce groupe de travail et de contribuer à la synthèse. Juste un mot sur C Partners, nous avons une activité de conseil qui a la particularité d'être à la fois sur évidemment l'optimisation du cash, mais également nous intervenons sur les opérations, au sens je dirais, des opérations industrielles et distribution. Donc nous avons une activité qui fait, j'aime bien le dire de cette façon-là, la passerelle entre la finance et les opérations. Et ce qu'on appelle aussi, ce que j'appelle la supply chain financière et la supply chain opérationnelle. Et à ce titre-là, nous intervenons aussi bien sur des problématiques de cash flow opérationnel pour les grandes entreprises que pour les ETI ou pour les PME, dans des logiques d'ailleurs de filière. Alors, là, on a mené 4 ateliers dans une logique finalement qui se comprend assez bien, puisque la logique de chacun des ateliers, le premier, c'était déjà, quand on parle de cash, encore faut-il avoir la visibilité de ce cash, de la trésorerie, et puis également pouvoir le planifier. Donc le premier, c'était vraiment comment améliorer la visibilité du cash et du cash flow. Le second, c'est bien d'avoir la visibilité, mais c'est quand même mieux de le récupérer auprès de ses clients. Donc le deuxième atelier, c'était sur la question de sécuriser le cash, évidemment en particulier auprès de ses clients. Le troisième, on le sait tous, quand on parle de cash, on parle aussi de BFR, et donc aussi des besoins de financement associés au BFR. Donc le troisième atelier, dans la continuité, c'était la question de la gestion du BFR dans ses aspects à la fois opérationnels et financiers. Et puis, le quatrième, puisqu'on en parle beaucoup depuis quelques années, c'est les financements alternatifs. Dans quelle mesure ils aident et qu'est-ce que c'est qu'un financement alternatif. Voilà donc les 4 thématiques que l'on a couvertes, à chaque fois, comme l'ont rappelé Hugo et Nicolas, avec un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de startups qui ont pu enrichir le débat à travers leurs solutions et à travers leur retour d'expérience. Donc là, je ferai une rapide synthèse d'une vingtaine de minutes pour laisser aussi suffisamment de temps aux questions et puis à la table ronde. Alors, si on prend le premier, qui est finalement la visibilité et le pilotage du cash, de la trésorerie, à chaque fois, on a découpé ça de la même façon, c'est-à-dire quel est un peu l'état de l'art, ou quelles sont les problématiques telles qu'elles ont été évoquées dans les groupes de travail, quelles sont les solutions, alors là, de manière très, très rapide, très générale, je ne rentre pas dans le détail des solutions, on n'est pas là pour faire la promotion de telle ou telle solution. Et puis, le dernier point dans chacun des ateliers, c'est quelles sont un petit peu les conclusions, les recommandations qui ont été émises à la suite de ces travaux-là. Alors, sur la partie donc trésorerie, ce qu'on a identifié, c'est 3 types de besoins aujourd'hui, alors qui ne sont pas nouveaux, mais dont on s'aperçoit encore, notamment pour les PME et plus encore pour les TPE, qui a beaucoup de besoins, parce que la trésorerie reste encore assez souvent parfois gérée sur Excel. C'est un besoin à la fois d'améliorer le reporting, d'améliorer la fiabilité à court terme, c'est-à-dire à 2-3 mois. On est tous, quand on est patron d'une petite entreprise ou d'une PME, c'est évidemment d'autant plus critique de savoir à 2-3 mois si on va avoir des problématiques de trésorerie. Et puis, des besoins aussi de simulation, de planification, plus complexes parfois, notamment quand on est une grande entreprise, ou quand on fait des fusions-acquisitions, ou quand on investit des nouveaux marchés, quand on fait des business plans, etc. Voilà, donc, premier constat, quand on parle de gérer la trésorerie, gérer le cash flow,
il faut déjà savoir de quoi on parle entre une visibilité court terme et des besoins de planification et de simulation qui sont parfois un peu plus complexes, donc qui relèvent soit du reporting, soit de la planification, soit de la simulation. Alors, ce que l'on a... Non, je me suis trompé, voilà. Quand on a fait un petit panorama des solutions existantes du marché, d'abord, vous le savez probablement, il y a déjà depuis quelques années un certain nombre de startups qui ont investi ce domaine, ou même de sociétés d'éditeurs plus anciens qui ont investi ce domaine de la gestion de la trésorerie du cash. Et là, je le distingue bien entendu des modules, des ERP ou des systèmes d'information qui sont plutôt historiquement ceux qui sont dans les grandes entreprises. Mais si je fais un rapide panorama, ce que l'on peut dire, c'est que précisément les solutions sont à la fois segmentées par type de fonctionnalité. Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est de la planif? Est-ce que c'est de la simulation? Et aussi, évidemment, avec une question assez fondamentale que je connais bien, c'est la question des interfaces et de l'interopérabilité avec les systèmes. Parce qu'entre une solution qui est standalone de gestion du cash, qui est finalement un peu un Excel amélioré sur une plateforme un peu digitale, ou une solution qui va être complètement intégrée avec votre compta, avec aussi tous les flux bancaires, on n'est évidemment pas tout à fait sur le même niveau de complexité en matière de solutions, en matière d'intégration, en matière d'interface. Voilà, donc j'en dirai pas tellement en plus parce qu'on pourrait passer pas mal de temps, puis je pense que dans la table ronde, ce sera l'occasion aussi d'évoquer peut-être des points un peu plus précis. Mais il est évident qu'on a, je dirais, un niveau de complexité, de maturité des solutions qui est aujourd'hui assez large, finalement avec quand même pas mal d'acteurs sur le marché. Donc, quelles sont finalement les recommandations qu'on a pu tirer, ou les conclusions qu'on a pu tirer dans ces travaux de ce premier groupe? Elles sont au nombre de 3. Donc déjà, première chose, quand on parle d'améliorer la gestion de la trésorerie, de quoi parle-t-on? J'ai cité plusieurs types de besoins qui n'ont pas le même impact en termes de processus, d'organisation et de système d'information. Donc encore déjà, faut-il savoir bien les structurer. Et puis le premier, en général, c'est déjà d'améliorer la visibilité et fiabiliser la trésorerie à court terme. Le deuxième, c'est qu'il peut y avoir des solutions qui paraissent en effet très séduisantes au départ, notamment évidemment sur des plateformes digitales, mais derrière une apparente simplicité, finalement, peut se cacher quand même très vite une certaine complexité d'intégration et de mise en œuvre. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Et puis, mais ça, c'est un élément qui est revenu pratiquement dans tous les groupes, parce que finalement, paradoxalement, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais moi je l'ai vécu avec un certain nombre de clients, où on se disait la crise va renforcer très singulièrement les problématiques de liquidité, et ça n'a pas du tout été le cas. Alors attention, il ne faut pas généraliser, parce qu'on sait tous qu'il y a certains domaines qui ont été fortement impactés, et travaillant par exemple dans un certain nombre de secteurs industriels ou autres, en réalité, c'est le contraire qui s'est passé. Il y a eu une forte abondance de liquidités avec les PGE, avec le chômage partiel, les PGE qui ont eu d'ailleurs aussi, qui ont été joué un rôle très important. Mais force est de constater, et on l'a partagé dans le groupe, que la crise, paradoxalement, a conduit temporairement à une abondance de liquidités qui fait que ce soit en termes de financement ou que ce soit même en termes de visibilité ou de besoin de visibilité à court terme, le niveau de criticité n'était pas si fort que ça. Par contre, attention maintenant à la sortie de crise, au remboursement des PGE et à toute la liquidité qui a été obtenue, parce que, on l'a vu aussi, tant mieux d'ailleurs pour les défaillances d'entreprise, il y a eu beaucoup moins de défaillances que prévu, et même d'ailleurs que statistiquement on a chaque année. Mais je pense que la sortie de crise va peut-être remettre les choses de manière un peu différente par rapport à ce qui a été vécu là-dessus. Donc c'est probablement le bon moment
en tout cas pour réaccélérer sur cette question-là. Voilà, ça c'était le premier atelier. Je passe sur le second atelier, qui était donc celui de la sécurisation du cash. Et sécuriser le cash, ça veut dire quoi? En particulier, évidemment, ça veut dire s'assurer qu'on est payé en temps et en heure par les clients. Et donc, on retrouve des choses que vous connaissez bien, c'est-à-dire la question des délais de règlement, la question des retards, la question de la solvabilité des clients, la question de l'assurance, des couvertures possibles en cas de défaut de paiement. Bon, des choses qui ne sont pas nouvelles et qui malheureusement continuent d'exister, puisque on sait bien qu'il y a un observatoire des délais de paiement qui existe depuis plusieurs années, et chaque année, donc, ça permet d'avoir un état des lieux de ce qui se passe. Et comme chacun sait, plus de 30% des défaillances d'entreprise sont liées à des retards de paiement ou en cascade, évidemment, à des clients qui ont fait défaut. Donc cette question des délais de paiement reste tout à fait critique, même si elle n'est pas nouvelle. Et donc la question aussi, c'est comment on peut améliorer ça, et en particulier, comment les solutions digitales, comment les plateformes, puisque aujourd'hui il y a aussi pas mal de choses qui ont évolué de ce point de vue-là, peuvent aider cette question de sécurisation du cash, étant entendu néanmoins, on l'a tous évoqué dans le groupe de travail, que la question des délais de paiement, c'est une question avec de multiples dimensions, puisque vous avez les dimensions déjà relationnelles avec un client. C'est tout ce que relancer plusieurs fois un client pour être réglé rapidement, c'est toujours aussi se dire, est-ce que le client il ne va pas considérer que si on n'arrête pas de le relancer, c'est qu'on est fragile financièrement, ou même quand on fait de la facturage. C'est une question, il y a des questions aussi qui sont liées, on l'oublie un petit peu trop souvent, que la question du paiement, c'est pas uniquement d'envoyer la facture et d'être réglé, c'est on a des commandes, les commandes parfois elles tardent à venir, on a déjà fait la moitié des livraisons. Dans le domaine du conseil, je connais bien la musique, puisque souvent on a déjà commencé on est parfois à 50% des livrables, alors qu'on n'a toujours pas eu la commande, et ça vaut dans pas mal d'univers. Donc il y a aussi des questions un peu plus complexes que uniquement de se faire payer une facture qu'on a émise, puisqu'il y a toute cette problématique-là. Là, il y a les problématiques qui sont liées évidemment à la dématérialisation et à la digitalisation des processus, parce que si on reste sur des processus tout à fait manuels, avec des temps d'enregistrement longs des factures, avec des procédures de validation, voilà, donc tout ça pour dire que la question des délais de paiement n'est pas réduite, enfin de sécurisation du cash n'est pas réduite à des problématiques de maîtrise des retards de règlement des factures. C'est en fait tout ce qu'on appelle l'order to cash, donc tout le cycle depuis la commande jusqu'à la livraison, la facturation, et puis tous les processus associés. Voilà, donc sur les solutions existantes, un mot, puisque vous avez quand même aujourd'hui pas mal de plateformes digitales qui existent, qui peuvent être d'ailleurs aussi bien des startups que des plateformes issues des éditeurs de compta, des grands éditeurs ou autres. Bon, si on veut les classer très rapidement, il y a des solutions d'automatisation des processus de facturation qui supposent aussi qu'il y ait une certaine forme de dématérialisation, mais il faut quand même reconnaître aujourd'hui que la dématérialisation a fait beaucoup de progrès de ce point de vue-là, avec des reconnaissances automatiques de factures qui sont aujourd'hui beaucoup plus avancées qu'il y a encore quelques années. Et il y a aussi évidemment, bien sûr, un élément que je n'ai pas évoqué, même s'il reste, je dirais, l'apanage pour le moment des grands assureurs crédit et autres, et qui sont les questions de notation, bien entendu. Et là aussi, ça a beaucoup évolué, puisque dans cette question d'utilisation aussi de toutes les technologies d'IA pour améliorer les notations, ce qui est intéressant, on en dira un mot sur le financement du BFR et le facturage, c'est qu'on est de plus en plus dans une logique où on ne note pas uniquement un client sur sa solvabilité, mais on note la facture, et la facture, le couple facture-client,
Évidemment, donc, toute l'exploitation maintenant en temps réel de la masse d'informations qu'on a sur les factures, c'est un élément qui fait fortement évoluer cette question-là. Ce que l'on disait aussi, néanmoins, c'est qu'il y a encore pas mal de solutions qui sont plutôt du ressort des ETI ou des grandes entreprises, qui ne sont pas si faciles d'accès pour des PME. On en dira un mot, je pense, dans la table ronde. Donc, j'ai loupé. Voilà, donc, quelques conclusions rapides pour dire que la digitalisation, d'ailleurs, ce n'est pas uniquement pour améliorer le processus financier, c'est aussi pour améliorer le processus opérationnel, parce que quand on dématérialise, on digitalise, on accélère le flux, on le fluidifie, on peut aussi générer plus facilement des alertes et autres. Donc, en tout cas, nous, c'est ce que l'on voit. La digitalisation des solutions de paiement, ce n'est pas uniquement pour des questions purement financières, on le voit aussi sur les aspects opérationnels. Et puis, peut-être un point, oui, qui est intéressant à partager, c'est que finalement, cette digitalisation, ces solutions, ce n'est pas au détriment d'une des deux parties, puisque les deux parties, c'est le fournisseur et le client, c'est que c'est aussi une aide pour les clients eux-mêmes, parce que finalement, si on peut aider les clients eux-mêmes à faciliter le processus de traitement des factures fournisseurs, si on peut avoir des systèmes d'alerte intelligents qui vont revenir directement auprès des comptas du client pour les alerter, tiens, il y a un problème, finalement, c'est plutôt win-win entre les deux parties. Il ne faut pas voir non plus ça nécessairement comme le fait d'imposer nécessairement un processus côté fournisseur ou côté client. Il faut le voir au contraire comme une solution qui peut être win-win pour les deux parties. Voilà, donc ça c'est pour la partie sur la partie sécurisation du cash. Donc le troisième atelier, assez naturellement, c'était celui du financement du BFR, parce que bon, on n'a pas tous des trésoreries suffisantes pour pouvoir financer le BFR uniquement par cette trésorerie, d'autant plus que quand on se projette à 2 mois, 3 mois, 1 an, on investit, et donc le BFR, il va évoluer, il peut augmenter. Alors, en général, si on est en croissance, il est rarement en diminution. Donc la question se pose du financement du BFR. Alors là, il y a quelques éléments intéressants à partager avec vous dans les éléments je dirais, de contexte et de problématique. J'insisterai sur deux. La première, c'est que quand on parle de financement du BFR, tout le monde pense à l'affacturage. Alors c'est très bien, hein, l'affacturage. Oui, je vais accélérer. L'affacturage reste de loin la première source de financement du BFR, mais sachez aujourd'hui qu'il y a, au-delà de l'affacturage, d'autres solutions, d'autres dispositifs, par exemple l'affacturage inversé, qui est mis en œuvre par des coordonneurs d'ordre pour le compte de leurs fournisseurs, à travers des plateformes qui facilitent énormément l'affacturage pour les fournisseurs. Et puis, se développent aussi des solutions de financement des stocks, de financement des commandes. Et j'insiste dessus aussi parce que, en tout cas, nous, on rencontre de plus en plus de besoins où le financement du BFR n'est pas uniquement le financement des factures, mais, je dirais, de l'ensemble du poste du besoin en fonds de roulement. Alors, 2 mots sur les solutions. Ce qui est vrai, c'est que depuis quelques années, vous avez pas mal de plateformes. Certaines, d'ailleurs, on en aura dans la table ronde, qui commencent à devenir très importantes et qui sont des plateformes d'affacturage complètement digitalisées, complètement dématérialisées, ou par rapport, parce que le groupe, finalement, a aussi conclu qu'il y avait peut-être un problème de perception dans l'affacturage, considérant que l'affacturage, parfois, était toujours ressenti comme assez rigide ou posant des problèmes vis-à-vis du client. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'affacturage est devenu beaucoup plus souple. Vous pouvez affacturer. Avant, vous étiez obligé d'avoir un contrat avec une banque ou un facteur sur la totalité de vos factures ou sur un grand nombre de vos factures. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
vous pouvez facturer une facture parmi d'autres en utilisant une plateforme digitale. Bien sûr, il y a quand même des conditions à remplir, mais de ce point de vue-là, c'est quand même beaucoup plus flexible que ça ne l'était il y a quelques années. Voilà, donc rapidement sur ce que l'on a conclu en termes de recommandations, c'est qu'il y a probablement un déficit sur ces aspects de financement de BFR aujourd'hui qu'il faut combler en termes de panorama des solutions existantes qui sont beaucoup plus larges que la facturage traditionnelle que tout le monde connaît auprès de ses banquiers, d'ailleurs des plateformes qui peuvent appartenir aux banques aussi. Et puis, il y a aussi ces aspects d'évangélisation et de communication pour dire le financement du BFR, ce n'est pas uniquement réduit à du financement de facture. Par exemple, nous intervenons sur des problématiques de financement de ce que j'appelle le BFR de bout en bout, notamment dans l'industrie, c'est-à-dire le financement qui va couvrir les achats, les stocks et évidemment la partie livraison et distribution. Un mot pour terminer sur cet aspect de financement alternatif. Et en fait, le point important déjà quand on parle de financement alternatif, puisque l'idée c'était de dire, bon, au-delà du financement du BFR, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi de plus? Et c'est vrai que le terme de financement alternatif est un peu un faux ami, si je puis dire, parce qu'on confond souvent ou on réduit le financement alternatif au financement participatif. Alors déjà, on s'est accordé à donner une définition de financement alternatif, puisqu'il existe depuis plusieurs années, depuis la déréglementation, pour dire que le financement alternatif, c'est, si on est large, tout ce qui n'est pas du financement bancaire traditionnel. Donc ça c'est déjà une définition assez large. Mais c'est aussi pas uniquement du financement participatif, puisque vous connaissez tous, depuis plusieurs années, les plateformes de crowdlending pour faire du financement participatif de dette, ou du crowdfunding éventuellement en equity, qui sont des formes de financement participatif, puisque vous mettez en relation des projets, des besoins, avec des investisseurs soit privés, soit institutionnels. Mais il y a d'autres choses, par exemple le financement, les financements d'actifs collatéralisés, c'est du financement alternatif. Nous, on en fait dans certains domaines que j'évoquais de stock ou de machines. Ça fait partie aussi des financements alternatifs. Alors, ce qu'on a indiqué aussi dans les solutions, rapidement là-dessus, c'est que finalement, c'est aussi un marché qui est probablement, en tout cas sur le financement participatif, en consolidation, puisque au moment de la déréglementation, ça fait déjà quelques années, il y a eu énormément de startups qui se sont lancées sur le financement participatif, avec des succès divers, et vous avez un mouvement de consolidation qui s'est amorcé, à juste titre. Simplement, bon, je ne vais pas rentrer dans toute la technicité, on pourra peut-être en dire dans la table ronde. Sachez néanmoins que les acteurs du marché, si je fais court, vous avez des acteurs qui sont plutôt sur du financement participatif des petites sommes, plutôt de la TPE, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros, et qui vont aller chercher donc des financeurs plutôt par exemple du public. Et puis vous avez aujourd'hui des plateformes aussi qui sont par contre des plateformes qui peuvent aller beaucoup plus haut, voire quelques millions d'euros en financement participatif, mais évidemment qui ne s'appuient pas uniquement sur des financeurs, je dirais, privés au sens particulier, mais qui ont des fonds derrière eux. Donc derrière cette notion de solution, vous avez quand même aujourd'hui un panorama à la fois qui est en consolidation, mais également sur des positionnements, plutôt les uns TPE, les autres PME et ETI, avec évidemment des mécaniques derrière quand même extrêmement digitalisées, notamment dans l'étude des dossiers. Puisque je crois, peut-être on le dira à la table ronde, quand j'avais posé la question, en moyenne, dans ce financement participatif alternatif, je crois qu'en moyenne, il y a uniquement 5% des dossiers qui sont retenus, puisqu'évidemment, il y a quand même un scoring derrière qui est important. Ça n'est pas des chèques en blanc.
Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a quand même une forte digitalisation du processus, ce qui n'empêche pas qu'il y a un appui, le cas échéant, derrière d'équipes relais qui peuvent prendre la main. Voilà, donc je vais pas, j'ai pratiquement tenu, hein, je crois que j'ai débordé de quelques minutes. C'est parfait. Donc je terminerai là pour voilà, quelques conclusions pour dire finalement qu'aujourd'hui, en sortie de crise, je crois que toutes les thématiques qu'on a évoquées sont totalement d'actualité. La gestion du cash, les financements. Et puis, je crois que s'il y avait peut-être un mot de la fin, en tout cas, dans cette synthèse, c'est que, et notamment pour les TPE, pour les PME, c'est de dire qu'il y a finalement peut-être beaucoup plus de solutions, beaucoup plus d'options que souvent les patrons de TPE, PME pensent dans leurs besoins de financement, et que justement, l'objectif des travaux de cette nature, c'est pouvoir un peu ouvrir la perspective auprès de ceux qui recherchent les solutions, de leur donner cette ouverture vers des dimensions qu'ils ne connaissent pas toujours très très bien. Merci. Merci beaucoup Hervé pour cette synthèse de nos travaux. Le livrable sera publié et communiqué dès demain à travers les réseaux du pôle et des différents contributeurs. Donc pour avoir une synthèse plus complète, n'hésitez pas à aller voir ce livrable. Pour cette table ronde, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on va avoir un acteur qui a contribué à chacun de ces différents ateliers pour voir un petit peu comment ces enjeux se transposent aujourd'hui dans le contexte actuel qui est celui de la sortie de crise. Je vous invite à me rejoindre sur scène et merci à Michael de l'RRMS pour l'animation de cette table ronde. Et voilà, un bon échange à tous. Vous avez les petits micros ici. Bonjour à tous et merci d'être là parmi nous et ravi de pouvoir échanger avec vous sur toutes ces thématiques. On attend Nicolas qui va nous rejoindre dans quelques instants. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter déjà vous et votre poste et pour quelle société vous travaillez, ce que vous faites en quelques mots. En introduction, ce sera super et puis après on pourra enchaîner comme ça sur les différentes questions qu'on a. Amélie, je t'en prie. Peut-être je fais ce micro. Super. Ok, parfait. Donc du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Amélie de Vomécourt. Je m'occupe des partenariats chez Agicap. Agicap, on est un éditeur de logiciels. On édite une solution de suivi et de pilotage de la trésorerie pour les TPE et PME en Europe, ce qui correspond typiquement au premier atelier auquel on a participé avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous, pour ma part je suis Cinda Farah, donc je fais partie de l'équipe de la relation emprunteur au sein d'October, qui est anciennement Lendix. Et donc en quelques mots, ce qu'on fait, c'est une plateforme de prêt pour les PME, où il va y avoir des investisseurs particuliers qui sont des gens comme vous et moi, et aussi des prêteurs institutionnels, puisqu'on a aussi le Fonds européen d'investissement, BPI France, qui vont venir prêter en direct aux sociétés. Et donc, on est un vrai outil complémentaire au système bancaire, puisqu'on est né de la fin du monopole bancaire en 2014, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et on intervient aussi, bien sûr, dans les problématiques de BFR, de financement de trésorerie, dont on va parler aujourd'hui. Super. Et Nicolas, en quelques mots, si tu peux te présenter ta société. Bonjour à tous, déjà désolé pour le petit retard. Du coup, je suis le cofondateur et président de Swan et notre métier assez simple, c'est de simplifier les échanges financiers entre les entreprises, donc concrètement les opérations d'encaissement et de décaissement. Donc quand une entreprise cherche à se faire payer plus vite, ou quand elle cherche à payer un fournisseur, donc nous, à travers notre plateforme, on va venir fluidifier ces échanges inter-entreprises. Nos clients, c'est typiquement des petites entreprises, des TPE, des PME en France et en Espagne. Ok, super. Merci à tous les trois. Donc moi, en quelques mots, je suis Mickaël Dessat, je suis en charge des partenariats et du développement digital chez le RMS.
juste avant de faire un petit mot d'introduction et ensuite de passer aux questions-réponses, je crois que quelque chose de commun qu'on a ressorti de ces ateliers, et Nicolas, tu viens de nous l'évoquer, c'est qu'on avait quand même un persona, finalement une cible qui était commune, en tout cas un marché qu'on adresse qui est un marché important, qui sont finalement les petites entreprises, ces petites structures TPE, PME qui ont besoin aujourd'hui de sécuriser leur cash, de travailler dessus et d'avoir des solutions qui s'offrent à elles, qui sont adaptées finalement à leurs besoins, et notamment dans la situation de crise qu'on a vécue là ces dernières années. Et je pense que c'était important qu'on s'en parle, qu'on adresse ces thématiques, et on a, comme Hervé l'a illustré juste avant, de ces entretiens en tout cas, de ces échanges, ils ont sorti des choses assez intéressantes. Donc nous, très rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole longtemps, mais on trouvait intéressant en tout cas, côté Euler Hermès, de vous donner un petit panorama finalement en tant qu'observateur finalement de ces entreprises et de l'économie mondiale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment les choses évoluent, comment on les voit évoluer aussi dans l'année à venir, puisque c'est des choses qui vont impacter forcément les besoins qu'auront ces entreprises demain. En termes de croissance mondiale, juste pour vous donner quelques chiffres, on est aujourd'hui sur 2021 sur une croissance mondiale de l'ordre de 5,5%, qui est prévue un peu à la baisse en 2022 à 4,2%, donc avec une petite réduction. La partie France est plutôt bien là-dessus, puisqu'on est sur des taux de croissance prévus à 6,5% pour 2021 et qui ont été revus par nos études économiques à la baisse pour 2022 à 4,9%. Alors, qui dit croissance ne dit pas risque derrière, et c'est aussi notre métier. On observe, et ça pareil, ça a été mentionné juste avant, que les taux de défaillance d'entreprise ont été très bas durant cette crise sanitaire, puisque beaucoup de liquidités, comme ça a été dit, de financement apporté par des dispositifs étatiques. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'aussi ces dispositifs, en tout cas, sont en train d'être parfois retirés, et ça amène des difficultés, ou en tout cas, on voit cette augmentation de défaillances arriver. Pour 2021, on prévoit à peu près 27 000 défaillances d'entreprises en France, et c'est des augmentations qui vont croître en 2022 de 37% pour nous amener sûrement à quelque chose autour de 37 000 défaillances d'entreprises, et pour 2023, encore de 35% vers un niveau de 50 000 défaillances d'entreprises en France. Ce qui sont, alors ça peut paraître beaucoup, mais c'était déjà les niveaux en fait d'avant-crise de ce niveau-là. Donc ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on est sur des niveaux quasiment 2 fois inférieurs à ce qu'on était dans l'avant-crise sanitaire qu'on a pu connaître. Donc c'est assez paradoxal, puisque on a vu finalement des entreprises, on va dire, complètement arrêter leur activité, et en même temps des défaillances aussi reculées de manière assez drastique. Un dernier chiffre qui était assez parlant, qu'on voulait vous partager, c'est que les TPE, PME, c'est aussi des entreprises qui seront touchées, en tout cas c'est ce qu'on observe, par ces risques de défaillance, et c'est 13% d'ici 4 ans, 13% des PME, TPE, PME qui seront à risque de défaillance. Et donc, ça fait le lien avec ce dont on va parler, puisque comment finalement les solutions que vous proposez peuvent aider ces entreprises à ne pas se retrouver à risque de défaillance. Et ça, je pense que c'est un élément aussi important et qu'on veut pouvoir faire connaître pour toutes ces entreprises. Alors, la première question que je voulais vous poser, qui fera la transition, c'est déjà en termes de digitalisation de ce marché des TPE-PME, qu'est-ce que vous avez pu observer pendant la crise et dans cette sortie de crise? Est-ce que ces entreprises se sont transformées? Est-ce qu'elles se sont transformées plus rapidement? Cinda, si tu veux commencer. Alors, nous, par rapport à la digitalisation, donc, il faut savoir que, vous savez qu'il fallait être un outil vraiment technologique pour pouvoir répondre aux besoins des PME, mais c'est vrai que ça a été encore plus net pendant la crise. On a des exemples qui le montrent très clairement par rapport à l'adoption dans les mentalités de ces outils digitaux pour les sociétés. C'est le fait que sur le premier semestre 2021, on a mis tout simplement plus de financement en ligne que sur tous les premiers semestres cumulés 2017, 2018, 2019 et 2020. Donc on voit très clairement qu'il y a un essor côté PME, et surtout que il y a de nouvelles PME qui sont venues s'adresser à nous pour répondre à leurs problématiques
de financement. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Et forcément, nous, typiquement, ça se comprend naturellement, on vient nous voir pour des solutions de rapidité. Hein. Donc, ça a été encore plus le cas pendant la crise, puisque, comme vous le savez tous, on a été habilité à distribuer des prêts garantis par l'État. Et justement, les PSGE, quand on vient s'adresser à un acteur financier pour un PGE en pleine crise, on a des contraintes de temps qui sont très importantes. Donc, nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a mis en place un outil de scoring automatique qu'on avait évoqué tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup ça pour pouvoir justement répondre rapidement aux besoins des sociétés. Et via cet outil de scoring automatique, on était capable de déployer des PGE en 24 à 48 heures. Donc, pour le coup, c'était extrêmement rapide. Les sociétés étaient très contentes. Et surtout, le constat qu'on a remarqué, c'est on aurait pu se dire en fait que c'était plutôt les sociétés historiques qu'on connaissait qui seraient venues emprunter ce PGE sur la plateforme. Et en fait, finalement, c'était plutôt des sociétés qu'on ne connaissait pas et qui ne nous connaissaient pas et qui ont adopté ce nouveau mode vers lequel elles ne seraient pas forcément allées au départ. Donc, de notre côté, en tout cas, l'essor, et je pense que tous les acteurs qui sont là le partageront ce constat, il y a quand même quelque chose qui a évolué dans les mentalités des TPE, PME par rapport à tous ces outils. Ok, merci beaucoup. Amélie, de ton côté? Alors, pour nous, Agicap est né en 2016, mais a explosé avec la période Covid et de confinement par quelque chose d'assez évident, c'est que notre outil aujourd'hui propose une solution de suivi et de pilotage de la trésorerie en temps réel, le tout sous une version SaaS. Et à cette période Covid, beaucoup de dirigeants se sont retrouvés à ne plus dormir sans avoir de visibilité sur leur cash, être vraiment stressés quotidiennement en disant est-ce que je vais pouvoir payer mes salariés, répondre à mes échéances, et est-ce que je serai là demain, après-demain, dans 3 mois ou dans 6 mois. Du coup, de façon assez naturelle, ils ont voulu compenser ce stress. Et donc, évidemment, on peut analyser les mêmes chiffres. La demande pendant le premier, deuxième confinement a énormément augmenté chez Agicap. Et on a eu énormément de demandes sur différentes typologies d'entreprises, de la TPE et de la PME. Donc, si je détaille un petit peu, des personas qui peuvent être un artisan, un commerçant, un restaurateur, stressés, qui par nature ne sont pas des personas ou des activités les plus digitalisées, en toute honnêteté, qui ont plutôt l'habitude du papier crayon pour le suivi quotidien de leur cash, et qui sont venus nous voir en nous disant « j'ai besoin d'avoir de la visibilité, de me rassurer, et le bon vieux tableau Excel, j'y arrive pas. Et j'ai besoin de quelque chose de simple, de rapide à mettre en place, et qui puisse rapidement me donner des résultats. Et ça a été le cas sur la TPE, mais on a eu aussi les mêmes constats sur la PME, et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, des entreprises plus structurées, de 2, 3, 5, 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont venus nous voir en disant « on connaît des acteurs historiques du marché, mais on sait que ça met entre 3 et 6 mois de chefferie de projet à être mis en place, c'est complexe, c'est lourd, et nous, on veut quelque chose qui puisse fonctionner dans 3 semaines. » Comment on fait pour avoir quelque chose qui, très rapidement, pour plusieurs filiales, plusieurs comptes en banque, peuvent nous donner en temps réel notre niveau de cash à l'instant T et nous aider à faire des projections. C'est là où on s'est aperçu aussi que ce marché-là n'était pas vraiment couvert par le sujet du pilotage de la trésorerie et où le besoin s'est fait sentir fortement. Enfin, le dernier point, c'est que on s'est aperçu aussi que historiquement, sur la place financière, on jugeait la qualité, la solvabilité d'une entreprise par son bilan et son compte de résultat. Avec cette période de crise, le bilan et le compte de résultat N-1 n'avaient plus trop de valeur pour connaître la santé financière à l'instant T de l'entreprise. Et donc, beaucoup se sont vus demander par des plateformes, mais aussi par des établissements de crédit, l'état de leur position cash à date. Et la sortie de cet élément n'était pas simple pour eux. Et donc, de façon assez naturelle, ils se sont tournés vers nous, ce qui a fait fortement augmenter les demandes. D'accord, ok, très intéressant. Donc, finalement, des entreprises que vous ne connaissiez pas auparavant tellement, des nouveaux profils d'entreprises qui sont tournés vers vos solutions et pour venir chercher du financement ou de la visibilité sur leur trésorerie. Et pas du tout forcément le dirigeant très tech-friendly et qui a tous les outils digitaux, pas du tout. Donc finalement, ce n'est pas
forcément les entreprises qui se digitalisaient en tant que telles, mais c'est vos solutions qui apportaient du digital à ces entreprises et qui leur permettaient d'y accéder. À cet instant-là, ils avaient besoin de ces outils. Et en période Covid, le digital était le canal auquel on pouvait y accéder. Et souvent, c'est souvent aussi des outils qui sont plus simples et plus rapides à mettre en place, ces nouvelles technologies, que ce qu'on pouvait avoir historiquement. Tout à fait. Puis il y a aussi un profil de dirigeants qui ne se posaient pas tellement la question auparavant de chercher de nouvelles solutions. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de travailler avec leurs banques, des acteurs traditionnels, papier, crayon, comme Amélie disait tout à l'heure, et qui ont été forcés de se poser le type de question de comment je peux faire en fait pour diversifier mes sources, pour trouver d'autres solutions quand je suis en période de crise et confinée. Et là, ils se sont ouverts à d'autres outils et effectivement à de nouvelles solutions au départ qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et ce qui est encore plus marquant, en fait, c'est qu'on a constaté qu'aujourd'hui, on les accompagne plus uniquement sur du PGE, c'était l'exemple que je citais tout à l'heure, mais au contraire, ils nous sollicitent maintenant pour des nouveaux financements pour financer leur croissance et leur développement. Donc, ils ont adopté quelque part, en fait, dans les mentalités. Ça s'est démocratisé beaucoup plus quand même qu'avant la crise. D'accord. Et toi, Nicolas, du coup, de ton côté, est-ce que tu as pu observer des choses, des changements de comportement des entreprises entre justement le début de cette crise sanitaire et potentiellement maintenant aussi, quand on commence à voir quelque part une sortie de crise, des changements de comportement dans la manière de discuter avec ces types d'entreprises? Nous, on a surtout observé des modifications dans l'usage et aussi finalement dans la pénibilité qu'on adressait. Il y a à peu près 18 mois, on était vraiment sur une pénibilité qui était liée au stress de l'entreprise, de l'entrepreneur qui cherchait vraiment un moyen de se faire payer vite, éventuellement de se prémunir contre le risque d'un impayé, parce que pour certaines entreprises, ça arrive de façon récurrente, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Et donc, on adressait vraiment cette pénibilité qui jouait sur ce stress, puisque finalement, les entreprises cherchent des solutions pour se faire payer, notamment des solutions de paiement en ligne. Et nous, on vient vraiment finalement sur la chaîne un petit peu amont à la gestion de trésorerie, finalement, de se dire, c'est quoi à l'instant T finalement la trésorerie de mon entreprise, ou de quelle manière je vais pouvoir ensuite financer les prochaines étapes de mon entreprise. Nous, on vient vraiment finalement venir contribuer à des solutions de paiement finalement assez innovantes qui sont assez complémentaires à ce qu'on observe aujourd'hui, puisque la plupart du temps, le paiement entre entreprises, c'est un virement traditionnel. Et finalement, le virement traditionnel, ça provoque des sources un petit peu de stress parce qu'on n'a pas la visibilité ou la traçabilité sur le paiement. On ne sait pas à quel moment on va se faire payer. Le seul moyen de le savoir, c'est de se connecter à sa banque pour vérifier si l'opération a bien eu lieu. On en a parlé tout à l'heure, ça peut générer du stress sur de la relance ou autre. Et donc, on est vraiment au tout début de la crise, on a vraiment traité cette pénibilité autour de la relance. Comment est-ce que je m'assure de relancer mon client? De quelle façon je le fais? Comment je fluidifie le paiement? Comment je me fais vraiment payer plus vite? Comment je traite un impayé? Et depuis maintenant 6-8 mois, on observe plutôt un autre type d'usage, c'est-à-dire des entrepreneurs qui finalement réfléchissent maintenant beaucoup plus à de quelle façon ils vont vraiment pouvoir mettre en place des process dans l'entreprise, finalement passer une étape supplémentaire, de se dire maintenant je vais vraiment réfléchir finalement à de quelle façon, au moment où finalement j'ai un nouveau client ou j'ai un client, je facture et à partir du moment où je facture, de réfléchir à tous les process en fait pour accélérer le paiement de ces factures. Pour ensuite passer à l'étape d'après qui est la gestion de trésorerie. Et donc, on a vraiment nous observé finalement ce comportement qui a un petit peu évolué. Et finalement, la source de stress, elle est plutôt passée sur de quelle façon je me professionnalise plus, je mets en place des méthodes de travail pour être plus efficace. Voilà. Ok, hyper intéressant de voir qu'en un laps de temps court, finalement, les besoins de ces structures ont évolué vite. Et je pense que on le voit aussi de notre côté, mais plus on est petit, finalement, plus on est agile, mais plus aussi on subit les changements et les impacts de ce type d'événements. Et donc, on a besoin d'adaptabilité et finalement, de pouvoir y répondre et en tout cas de rassurer au travers de solutions, c'est toujours aussi intéressant. Et je pense que vous trois, vous êtes au cœur de tout ça et vous le voyez un peu au quotidien. Et c'est pour ça que vos témoignages aussi sont très illustrants de tout ça. Une question aussi qu'on voulait se poser, c'était de savoir si, et Amélie, tu l'as dit un petit peu, peut-être que tu pourras nous en dire un peu plus, mais ces entreprises, certaines finalement ont pu recruter
pendant cette crise ou pendant ces derniers mois ou dernières années. D'autres ne l'ont pas, en tout cas n'avaient pas cette stratégie. Et du coup, ça impacte forcément les personnes avec qui vous discutez. J'imagine, et la structure des équipes avec qui vous discutez. C'est peut-être différent de discuter avec un dirigeant que de discuter avec justement une entreprise qui a pu recruter des gens qui vont gérer les problématiques de cash. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur vous, les interactions, et quels sont les impacts pour vous de tout ça? En fait, c'est assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, nous, notre fourchette de clients est assez large. Comme je disais, tout secteur d'activité. Les plus petits, en général, font 500 000 € de chiffre d'affaires. Les plus gros peuvent faire plus de 100 millions. Mais notre portefeuille actuel se situe entre 500 000 € de chiffre d'affaires et 50 millions. Une société à 30 millions, une société à 1 million d'euros de chiffre d'affaires n'a pas du tout la même structure. L'une va être en général avec un décideur qui va porter un peu tous les sujets sur ses épaules. L'autre va quand même être épaulé potentiellement d'une fonction finance ou d'une fonction, en tout cas, support sur les sujets financiers. Et du coup, ce qu'on s'est aperçu, c'est que premièrement, les deux profils avaient les mêmes besoins, voir en temps réel ce qui se passait, quelle était ma position cash, se projeter en tant que tel et en faire de l'analyse pour faire de la prise de décision. Ils avaient tous les mêmes besoins, mais ils ne l'utilisaient pas de la même façon. Un dirigeant d'entreprise va se connecter à des moins longues durées. Il va venir remettre à jour son prévisionnel de façon moins régulière. Un financier en tant que tel va faire des projections et les affiner beaucoup plus, par exemple. On a, dans cette réflexion-là, au début, essayé de rendre notre outil ultra personnalisable. En fait, on s'est dit, avec Agicap, on peut détailler très fort les catégories, on peut faire autant de ratios financiers qu'on veut pour finalement convenir à tous. Et en faisant ça, on s'est aperçu que c'était super parce qu'on donnait de la profondeur à notre outil et on permettait à ces fonctions finance un peu plus élevées de pouvoir un peu personnifier extrêmement l'outil. Mais en faisant ça, on s'est aussi aperçu que pour nos clientèles historiques, et qui sont toujours nos clients, artisans, commerçants, restaurateurs, sociétés TPE, ça devenait un peu plus complexe. Et donc, on retravaille en ce moment sur des modèles en tant que tels pour dire, sur certains des secteurs d'activité, sur certains domaines, on vous préparamètre et on vous donne, avec l'expérience, ce que 80% de nos clients du secteur nous demandent et ce qu'ils utilisent. Si on prend un restaurateur, il y a des ratios de clés qui sont le food cost et le labor cost. Quand on paramètre l'outil et qu'on voit qu'en 15 minutes, en paramétrant l'outil, leurs ratios se mettent automatiquement à jour avec leurs données à elles, là, c'est un effet waouh énorme. Donc, on a finalement, on a adapté l'outil dans un sens et on est en train de réadapter un petit peu dans l'autre sens pour convenir autant à le dirigeant tout seul qu'à des équipes plus staffées et qui auraient la possibilité d'aller plus en profondeur sur les chiffres. D'accord, ok. Donc, vraiment un outil que vous faites évoluer en fonction des besoins finalement et de la structure de l'organisation des entreprises. Exactement. Nicolas, toi, c'est quelque chose que tu as pu constater aussi, cette évolution finalement liée au staffing des entreprises, j'ai envie de dire, et l'impact que ça a dans les relations que tu as avec eux. Nous, en fait, on s'est surtout aperçu qu'il y avait un enjeu qui était assez clé pour la plupart des entreprises, puisque nos clients aussi sont amenés à évoluer avec le temps. On a vraiment commencé par, nous, des professions indépendantes, puis on est passé ensuite sur le stade TPE et des entreprises de taille un peu plus grosse. C'est que l'enjeu de la collaboration, il est clé, puisque finalement, il y a une réalité, c'est qu'il y a de l'entreprise, mais il y a aussi parfois des professions connexes qui sont importantes, comme l'expert comptable ou autre. Donc, on a vraiment, nous, fait évoluer le produit plutôt de cette façon, donc l'aspect collaboratif, sans que ce soit finalement un frein non plus à l'usage, quoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait amener de la collaboration entre soit des collègues, soit entre l'entreprise et son client, soit entre l'entreprise et son expert comptable, sans forcément en fait que ça nécessite une inscription par exemple sur la plateforme ou une connexion sur l'app. On est venu par exemple à créer par exemple des pages hors connexion qui vont permettre de développer des systèmes de validation de factures ou de signature en ligne pour vraiment améliorer cette notion de collaboration. Et en fait, c'est vraiment quelque chose dont on s'est aperçu sur les 12 derniers mois, en fait. Que cet enjeu de collaboration, il était aussi clé que finalement l'enjeu finalement de se faire payer, parce que une fois que je me suis fait payer, il va falloir que je commence à travailler mes rapprochements bancaires. Une fois que je me suis fait payer, je vais avoir envie de comprendre de quelle façon je vais pouvoir réinvestir dans mon entreprise, soit dans l'humain, en embauchant des salariés ou en investissant par exemple dans d'autres projets de mon entreprise. Et donc
Alors, ça va nécessiter des prises de décision collaboratives en fait. Donc c'est vraiment sur cette partie-là en fait qu'on a beaucoup travaillé. Ok, c'est clair, merci. Et Cinda, on en discutait un petit peu, c'est vrai que le fait que les entreprises finalement aient recruté aussi et surtout quoi, sur certains secteurs d'activité a eu un impact aussi sur votre manière de fonctionner. Alors oui, tout à fait. Alors il faut savoir que nous, contrairement, enfin, du coup à Swan et à JCAP, on n'est pas un outil de gestion daily pour le dirigeant, mais on fait exactement le même constat, à savoir que bon, déjà on adresse des sociétés aussi bien TPE qui font un minimum de 150 000 € de chiffre d'affaires que des sociétés qui peuvent aller jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et forcément, en tant que financeur, quand on a un DAF, un directeur administratif financier, au sein de la société qui a vraiment les outils à disposition pour répondre à nos questions, bah, c'est pas pareil quand on a un dirigeant qui est vraiment très dans l'opérationnel et qui ne peut pas être tout simplement partout et nous fournir tout rapidement en fait tous ces budgets prévisionnels. Bon. Nous, en fait, par rapport à ça, bon, on a remarqué que finalement, en tout cas, qu'il y a un DAF ou pas, le contact est fluide avec le dirigeant qui connaît tout. Par contre, il y a un secteur où en fait on a continué de financer, c'est celui du tourisme, hein, parce qu'on a mis en place un pré-tourisme qui est vraiment sur le secteur de la restauration et de l'hôtellerie et du loisir. Et on a remarqué en l'occurrence que si on prend l'exemple des restaurateurs, on sait très bien qu'ils ont bénéficié de PGE, de beaucoup d'aides, de subventions, donc il n'y a pas eu au final, malgré que ça a été un secteur très touché, de grosses problématiques de cash, mais en revanche, on a constaté quand même, et on le voit de ces derniers mois, une grosse problématique de recrutement. C'est un secteur qui a du mal à recruter, il y a beaucoup de restos qui sont fermés parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, et du coup, ce qu'on remarque, c'est vraiment sur ce secteur qu'on voit l'impact, c'est le fait qu'il n'y ait pas de recrutement, le dirigeant est forcément beaucoup plus dans l'opérationnel, et va plutôt repousser ses projets de développement qu'il met en stand-by pour le moment. Enfin, en tout cas, il ne les abandonne pas, c'est pas ce qu'on constate, mais on remarque qu'ils ont un peu plus repoussé que ce qu'ils avaient prévu au départ. D'accord, ok, donc un impact finalement aussi sur toute cette partie de financement et ces recrutements et en tout cas les interlocuteurs que vous pouvez avoir. Écoutez, je pense qu'on arrive au bout de nos échanges qui étaient très riches et je vous en remercie vraiment de nous avoir partagé vos retours d'expérience qui sont oui, très, très enrichissants en tout cas pour nous tous, je pense, parce qu'on n'est pas tous confrontés à ces problématiques-là et au quotidien, en tout cas, vous les traitez d'une manière qui est aussi très apprenante. Donc, un grand merci à vous tous pour votre participation active et un grand merci à Finance Innovation pour nous avoir reçus aujourd'hui et nous avoir permis d'échanger au travers de ces différents ateliers et de cette restitution. Je pense qu'on en a fini pour cette table ronde. Hugo, si je te laisse la parole pour conclure. Oui. Écoutez, déjà, merci à vous les intervenants d'avoir fait le déplacement pour cette table ronde. J'espère que vous avez tous pu dire ce que vous aviez à dire et que vous avez passé un moment. Merci aussi aux différents contributeurs des groupes de travail et aux spectateurs. Maintenant, c'est l'avantage d'être venu en physique. Il y a le petit four et le petit verre de vin pour ceux qui le souhaitent. On ne peut pas encore le partager avec ceux en digital, mais voilà, merci à tous et en espérant que vous avez passé un bon moment et appris des choses sur ces thématiques et du cash management. Merci. Merci beaucoup.